Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de RMC Sport Combat. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Nicolas Leblond qui combattra ce samedi soir à Glasgow en Écosse contre un local, l'Écossais Scott Malone. C'est au Cage Warrior, la célèbre organisation britannique. Comment ça va Nicolas? Ça va bien, en forme. Prêt pour ce défi? Ouais, prêt, content de pouvoir le faire, content de recombattre et content d'aller faire un combat à l'extérieur. Moi, j'aime bien ce côté-là. Tu es à 3-2 au Cage Warrior, hein, donc organisation que tu avais Ouais, rejoint en 2020. C'est donc ton sixième combat dans cette organisation. Comment tu te ouais, sens là-bas? Comment ça se passe? Est-ce que tu vois, je sais que tu étais revenu après une de tes blessures en 2020-2021, tu étais revenu faire une pige au MMA-GP. Voilà, mais ouais. comment ça se passe au Cage Warrior et comment tu te sens dans cette organisation? En vrai, je me sens plutôt bien. On est bien accueillis. Malgré tout, les événements sont très très bien organisés. Euh, les lieux ils privatisent souvent tout un hôtel pour le Cage Warrior. Donc, en général, on n'a pas de problème. Si on a la moindre demande, c'est toujours bien organisé, c'est toujours bien suivi. Euh, et maintenant, ils me considèrent un peu plus pour un peu faire ses preuves au Cage Warrior. C'est un peu toujours ça, surtout en tant que Français. Et, euh, et là, je me sens un peu plus considéré et ça commence, ça commence à être de mieux en mieux. Et même si, bon, ils sont pas là pour nous faire des cadeaux quand même, mais je me sens bien. Je me sens bien, toujours prêt à relever des défis et aller de l'avant. Toi, tu restes sur trois victoires. Alors, il y avait celle au Ouais, MMA-GP, mais il y en a deux au Cage Warrior. Que des finishes sur ces trois victoires. ouais. Comment tu te sens par rapport au titre du Cage Warrior? Est-ce que tu te sens que tu n'es pas très loin si jamais ça fait une belle perf contre Scott Malone? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette title picture pour toi au Cage Warrior chez les moins de 57 kilos? On le rappelle, je crois que je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais tu es en moins de 57 kilos, Nicolas. Ça. Je combat dans les deux catégories. Je fais aussi 61 des fois, mais principalement 57. Surtout pour l'étranger, on sait que les Anglais, ils quittent énormément et je suis un pas très très gros 57. Enfin, pour la France, oui, pour l'étranger, pas sûr. Donc voilà. Après pour le titre, en vrai, on aurait pu être déjà sur le titre, mais ça nous faisait patienter. Et j'ai pu avoir pas mal de blessures dans ma carrière et j'arrive à un moment où je me sens bien. Je me suis jamais senti aussi bien. J'ai envie de combattre, j'ai envie d'enchaîner et attendre encore un peu plus longtemps avant de recombattre. Ça nous arrangeait pas, ça m'arrangeait pas. Donc j'ai pris la première entre guillemets occasion qui me proposait d'être sur une main card aussi. Donc forcément face à un local, s'ils organisent pas à Paris quasiment pour les Français. Mais il nous avait un peu. Je reste le prétendant entre guillemets numéro un en ce moment dans la catégorie. Je suis le seul qui est sur autant de victoires consécutives. La, la catégorie flyweight au Cage Warrior, elle est très disputée. Il y a beaucoup de monde dans cette catégorie-là au Cage Warrior et de la mettre vachement en avant. Donc, euh, donc il y a beaucoup de monde qui a perdu, qui est revenu. Donc finalement, il y a peu de gens qui sont sur autant de victoires consécutives. Donc c'est plutôt bien pour moi et il y a personne qui peut trop le revendiquer pour l'instant. Donc en vrai, soit on prenait là et on attendait un petit peu pour aller chercher le title shot, soit on faisait un combat en plus et on voit ce qu'il nous propose derrière. Et Le l'objectif, c'est champion, surtout de combattre rapidement. le champion chez les flyweight au Cage Warrior, c'est Shahidul Ake. Si tu Ouais. gagnes, si tu bats Scott Malone, c'est le combat suivant dans ta tête? Je sais pas, potentiellement, en vrai, comme je te disais, j'aimerais recombattre rapidement, au moins une deuxième fois sur la fin de saison. Euh, faut j'allais chercher cette première victoire, idéalement avec la manière. Je suis toujours là pour essayer de finir et je pense que c'est ce qui fait mon attractivité entre guillemets, surtout pour les poids légers. Je tape fort pour un poids léger et je suis opportuniste sur les soumissions. Donc je suis là pour aller chercher un beau finish et du coup pour être le prétendant numéro un. Après, s'il faut recombattre avant, c'est pas très grave l'import, mais et idéalement, bien sûr, la ceinture. On Idéalement, va bien sûr, la reparler de ceinture. on va reparler de tes finishes parce que c'est une de tes caractéristiques, puis ils sont spectaculaires en effet. Pour rester sur Scott Malone et sur ton adversaire, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, toi? Est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sais de cet adversaire? 9-6 en carrière, il reste sur deux défaites de suite, Mm. mais ça reste le haut niveau des flyweight au Cage Warrior, donc forcément un adversaire dangereux. Ouais, il a pas un palmarès qui reflète son niveau, je pense, dans le sens où
c'est un gars qui a pris des gens très forts, notamment Jake Shore. Il a pris Jake Shore qui est à l'UFC. Il a perdu aussi, il combat à 61, il descend en flyweight depuis peu. Et il a perdu contre des gros noms. Donc en vrai, ces défaites sont pas ridicules et ça reste un profil dangereux. Je me vois au-dessus, bien sûr, je me vois l'éteindre. Mais, mais ça reste un gars qui a fait des gros combats et qui est dangereux dans tous les domaines, qui bagarre un peu debout. Au sol, il a un gros sol. Et ça, c'est à moi de prouver que voilà, il est sur la fin et que je dois l'arrêter. Mais, mais ça reste ouais, un profil qui a quand même beaucoup, je sais plus combien il a de combats au Cage Warrior, mais il en a quand même pas mal. Donc c'est pas des défaites contre des manchots, contre des mecs qui viennent pour prendre un billet. C'est des mecs qui sont là pour faire des carrières, quoi. Tous les mecs au Cage Warrior sont là pour faire des carrières. Il y a personne qui est là pour gratter quelques vues ou quoi. En général, les mecs qui sont au Cage Warrior, c'est pour la carrière, donc il n'y a pas de cadeau. Comment tu vois ce combat? Comment tu l'imagines ce combat? Tu vois, comment tu penses qu'il va se dérouler J'ai des interrogations. Il lutte quand même souvent, euh, mais je sais pas trop s'il va lutter autant que ce qu'il a pu faire dans ses autres combats. Euh, on verra ça. Je pense que justement, s'il m'amène au sol, même s'il arrive à m'amener au sol, j'ai un gros niveau de combat au sol. Je suis ceinture noire de lutte à livrer chez Nicolas Régnier. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez lui. Euh, j'ai fait pas mal de petits résultats en grappling également et je me sens vraiment bien sur le dos au-dessus. Je peux être dangereux sur le dos aussi. On l'a pas trop vu pour l'instant. J'ai pas eu. Il y a peu de gens qui m'ont amené au sol depuis un certain temps, en tout cas, dans ma carrière. Et, euh, et du coup, c'est une option qui peut être ce format-là, en tout cas, d'un mec qui va chercher la lutte. Je suis prêt à défendre, prêt à se mettre dans le dessous, prêt à sweeper. Et, euh, et après, je suis également prêt à striker. Je pense qu'il peut un peu bagarrer sur les échanges debout, être capable d'un peu faire des rushs, de me rentrer un peu dedans. Et, et ce sera des occasions pour moi d'échanger et d'éteindre la lumière debout. Je pense justement que c'est une des qualités, c'est que je suis fort sur mes appuis et quand je tape, ça fait mal, je le sens, ça, ça fait partie de mes qualités. Et au sol, je suis capable d'être dangereux au-dessus, en dessous. Donc en vrai, il n'y a pas de gros game plan. On reste complet. Je reste dangereux partout. Bien sûr, on le laisse pas aller chez lui, mais il y a pas de vrai schéma comme on pourrait dire, je veux rester debout et je veux l'éteindre. Non, en vrai, si on reste debout et que je touche, tant mieux. Si on a une fin de ronde un peu serrée, on peut aller chercher une amenée, on peut aller varier un petit peu les stratégies. Il n'y a pas de stratégie trop prédéfinie, on s'adaptera. Tu disais, tu es pro depuis 2013. Là, tu affrontes un Écossais en Écosse, chez lui, à Glasgow. Ouais, J'ai l'impression que pour vous, les combattants comme toi qui bourlinguent à travers le monde depuis 10 ans avec le MMA, il n'y a pas vraiment de ouais, combat à l'extérieur. C'est votre habitude de carrière, en fait, non? ouais. Ouais, en vrai, bah, les deux seules fois où j'ai combattu à domicile, il y avait une fois à l'époque en pancrace, enfin dans les règles du Kempo, au Next Level, c'était un événement organisé par Eduardo de La Chapakent, l'ancienne team de Morgan, et qui organisait un petit événement. Bon, là, j'étais un peu à domicile parce que c'était proche de Paris, j'avais ramené du monde, c'était cool. Et la deuxième fois, c'était au Zénith, il y a peu. Mais sinon, tous mes autres combats, j'ai toujours fait à l'extérieur. Et j'ai absolument toujours affronté des locaux. C'était pas, je prenais un Parisien en Belgique, je prenais toujours le local, le gars que l'organisation voulait faire monter. Et c'est ça depuis le début. J'ai Ça fait, te j'ai plaît fait la presque? Russie, j'ai fait tout. Ouais, moi j'aime bien Ça te en plaît vrai. d'éteindre, tu Enfin, vois, ça te plaît d'éteindre le local chez lui? ouais, il y a des fois où ça fait un peu comme on dit en ce moment, la mode, ça fait une clim un peu. Et je pense que en Irlande, pas mon dernier combat, à Rome, j'avais de la chance, j'avais quelques potes qui avaient fait le déplacement, quelques partenaires. Mais en Irlande, c'était un peu prévu à la dernière minute, donc on était vraiment tout seul et tout le monde était pour lui. Et je mets le bulldog choc et là il y a un grand silence et c'est vrai que ça fait partie aussi du sport et on aime gagner peu importe.
Après, le public, euh, qu'il soit avec ou contre nous, on a un peu des œillères. Je suis avec mon équipe, je suis avec mes coachs et, euh, et on est là pour la perf, on est là pour régaler. Et en vrai, je suis là pour le show, je suis là pour m'amuser, je suis là pour profiter. Mais dans ma concentration, il y a moi et mes coachs. Et bien sûr, à la fin, si on est à domicile, c'est quand même cool, c'est quand même cool de pouvoir faire la fête avec la famille pour aller manger tous ensemble, etc. Ouais, c'est plus l'après ou l'avant qui est intéressant, mais Ouais, comme c'est disent ça. la plupart des fighters, quand la porte de la cage se ferme, peu importe où on est, Mm. c'est un contre un et c'est un homme contre un autre, hein. Ça reste. Après, il y a juste, avant, souvent, il y a un peu plus de tension de la part du public. Tu croises forcément des gens et les gens te reconnaissent, surtout en Angleterre. Les, les Anglais connaissent beaucoup le Cage Warrior. C'est une organisation populaire en Angleterre, vraiment. Les étudiants londoniens connaissent vraiment le Cage Warrior et les gens nous reconnaissent dans la rue beaucoup plus que à Paris. C'est très rare qu'on qu'on me reconnaisse ou quoi, par quelques profils, mais c'est vraiment très rare. Donc, je suis pas un profil très connu. Et en Angleterre, c'est assez impressionnant. On est beaucoup plus médiatisé. C'est très populaire, le cage warrior. Et donc, du coup, le petit avant, on sent un peu de tension, on nous regarde. Donc, il y a un petit côté excitant, mais moi, ça me plaît, ça me dérange pas, c'est cool. Je vois à ton sourire que oui, ça te galvanise plus que ça te Ouais, freine, c'est évident. ouais, T'en parlais, j'en profite, mais tu as cité Morgan Charrière, tu as cité la popularité du ouais. Cage Warrior en Angleterre, bien sûr, on sait, c'est une organisation historique, hein, britannique, mais Mm, européenne aussi, qui a connu beaucoup de grands champions qui ensuite ont fait des transitions, notamment vers l'UFC. On peut penser Conor McGregor, Paddy Pimblett. Chez nous, Morgan Charrière, qui en est l'exemple ouais. parfait, qui avait été prendre la ceinture là-bas. Ta signature en 2020, elle est par rapport à tout ça, tu vois, c'est-à-dire que tu t'es dit, le MMA venait d'être légalisé en France, mais c'est là-bas que j'ai le meilleure chance finalement de briller et de construire une belle carrière dans une orga aussi historique au point de vue européen. Il y avait plusieurs aspects. Déjà, j'avais un peu du mal à trouver des combats à ce moment-là. Euh, et il y avait, quand j'ai signé, vraiment, c'était pas encore légalisé. Je signe juste avant, enfin, je fais mon premier combat au Cage Warrior en septembre environ. Ça devait être septembre, ouais. Et 2020 il donc. n'y a pas encore ouais, septembre 2020. Il n'y avait pas encore le MMA qui était légalisé. Il y avait beaucoup de chances que ça se fasse, mais on avait beaucoup d'interrogations sur les organisations, comment ça allait se passer, etc. Et je savais que le côté de la catégorie qui était très mise en avant au Cage Warrior, ma catégorie qui était très mise en avant, m'a poussé aussi à aller là-bas et surtout l'adversité. Moi, je pense que on a souvent fait de la mauvaise pub entre guillemets au Cage Warrior en tant que Français. Euh, Ils ont leur mauvais côté, ça reste pas l'organisation qui paye le plus, surtout à l'heure actuelle où on voit le, euh, la scène française s'ouvrir un petit peu plus et avec notamment la flambée des primes. Mais il y a une réalité au Cage Warrior, si on vient et qu'on fait 6 7 victoires d'affilée, et ben, t'es sur le toit de l'Europe. Et on sait que si tu enchaînes les victoires au Cage Warrior, t'es sur le toit de l'Europe. Tu prends la ceinture. Il y a personne qui a défendu plus de 2 fois sa ceinture et qui n'a pas été à l'UFC. Et ils en signent, je pense que ça reste quand même l'organisation européenne qui signe le plus de monde largement. Ils ont signé Il y avait ça, au... excuse-moi de te couper, il y avait ça en tête donc aussi, cette idée Ouais, aussi de ouais, voir une passerelle possible pour l'UFC qui reste le Graal pour vous bien tous. sûr, Mm. bien sûr. On choisit pas le Cage Warrior pour pas aller à l'UFC. C'est vraiment le tremplin. Ça, en vrai, ce serait mentir de dire ça. Euh, et vraiment, ouais, c'est pour moi le plus gros tremplin. Mais par contre, on va pas faire des cadeaux. Pour moi, c'est un peu rentrer par la grande porte. C'est pas la voie la plus facile. On peut aller faire des palmarès à droite, à gauche qui peut nous faire signer à l'UFC ou dans des grosses organisations. Le Cage Warrior, on va pas te faire de cadeaux. Mais si tu enchaînes les victoires, c'était sûr de toi. C'était un jeune Français qui m'écoute actuellement et que t'as envie de signer vite à l'UFC ou dans une grosse organisation et vraiment d'être sur le toit de l'Europe. T'enchaînes 3 4 victoires et t'es déjà très mis en avant, très médiatisé et, et pas contre des peintres. On affronte vraiment des gars qui sont durs. Donc, en vrai,
Mais c'est C'est pour pas ça que le. c'est pour ça que c'est un beau tremplin, pour le coup, parce qu'ils savent que Exactement, ouais, la qualité de l'opposition est c'est là. ça. Toi, dans un monde idéal, Nico, tu t'imagines, tu vois, vraiment, un petit génie vient de dire, tu peux avoir ton souhait exaucé. Dans combien de temps tu t'imaginerais à l'UFC où tu voudrais, tu vois, si tout se passe bien? En vrai, on m'envoie sur l'UFC 3, je vais, hein. Mais je pense que, en plus, dans la catégorie, il y a pas beaucoup de monde en France. Ils essaient de mettre la France au top. Je pense que j'ai quand même des chances d'y être. Il faut aller chercher de beaux finishes. Et même si j'ai pas le palmarès le plus parfait, je reste très haut en classement parce que le dernier Italien que j'affronte, il était bien classé. Il a été classé 140 ou mondial, donc ça m'a fait vite prendre des places. Et l'Irlandais avant, pareil, il était bien classé, donc finalement, je suis vite monté en classement, même si j'ai pas le palmarès le plus impressionnant du MMA français. Mais voilà, les finishes, le fait que je sois au Cage Warrior, le fait que je sois sur des victoires consécutives peut me donner une chance. Donc, euh, donc en vrai, je vais tout faire pour avoir le maximum de victoires, pour kiffer, régaler les gens, faire un beau show, ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Et, et voilà, et après on verra où ça mène. Pour l'instant, on fait nos combats et on voit où ça mène. Et tu as conscience même d'être aujourd'hui, tu sais qu'à l'UFC, la seule catégorie où on n'a pas de Français représentés, c'est les 125, Ouais, je sais. les moins de Ouais. 57. Tu vois, tu as conscience qu'il y a aussi un chemin par rapport à ça parce Ouais, que exactement, ouais. Exactement, ouais. on manque de 57 en France. Enfin, c'est pas une des Ouais, catégories les plus fournies chez nous. Tu vois, tu te dis ouais. il y a un vrai chemin à faire par rapport à ça aussi, quoi. Clairement, je pense que, bah, à l'heure actuelle, je suis numéro un français dans cette catégorie. Euh, et avec ce combat-là, ça va me rapprocher encore plus du top, j'espère. Euh, et du coup, forcément, ça pourra peut-être intéresser les matchmakers de la catégorie. Parce qu'à l'UFC, il y a des matchmakers par catégorie. Enfin, en général, ils font plusieurs catégories et du coup voilà, il y a un Français qui monte, et ben, il s'y intéresse parce que le marché français marche bien. Donc, euh, donc ça laisse des ouvertures pour nous. Oui, on rappelle numéro un français sur le classement Fight Matrix, hein, qui est un Exactement. classement célèbre dans le milieu du MMA. Tu es devant Michael Aljarouj, donc mais numéro un Ouais, français aujourd'hui exactement. en moins de 57 kilos. T'as signé, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Nicolas, tu as signé un contrat l'an dernier, je crois, avec le Cage Warrior, Multifight. Euh, non, pas exactement. Je signe un contrat de management avec Graham Bolin. Hmm. Ce Donc, qui peut aider aussi à aller à l'UFC, clairement. voilà. Ce Oui. qui peut aider à aller à l'UFC, clairement. Euh, on le fait pour ça. Et c'est pas pour autant qu'il va nous faire trop de cadeaux parce que il a beaucoup de monde. Il a cette double casquette et et c'est un peu dans sa politique. Euh, Graham, il a un peu ce truc d'être déjà le boss d'une grosse orga et il dit si vous commencez à esquiver les combats maintenant, qu'est-ce que ce sera à l'UFC? J'ai pas envie d'envoyer des mecs qui passent leur temps à esquiver tout le monde. Donc, si tu veux que je te pousse, prends qui je te donne et voilà. Et il le dit vraiment presque avec ces mots-là. Donc, Donc, donc là, ouais. contractuellement, par rapport au Cage Warrior, toi, tu es engagé sur combien de fights encore? Zéro, quand on signe avec Graham, c'est un peu différent. Il nous autorise à combattre ailleurs, avec son accord, bien sûr, hein, mais du coup, on a la possibilité d'aller combattre ailleurs, idéalement sans faire de multi-deal, donc de contrats avec plusieurs combats dans une autre organisation. Ça peut, on sait que je l'avais rappelé tout à l'heure, mais tu as fait une pige au MMAGP, donc ça peut être intéressant Ouais, aussi pour revenir notamment combattre en France et combattre devant ton public. exactement. Et, Comment tu as vécu ça justement? Parce que toi, tu pars, tu nous le disais tout à l'heure, tu pars au Cage Warrior au moment de la légalisation, à quelques semaines ou quelques mois près, enfin ouais, des premiers shows en France. Depuis, le MMA, il ouais, explose en France. Et tu as beaucoup de gens dans ouais. les ligas françaises, Ares, Hexagone, MMAGP, Mm. qui se font un nom aussi sur la scène française, tu vois, et qui Ouais, aujourd'hui sont parfois plus connus que toi, sans doute parce qu'ils clairement, combattent, ouais. tu vois, devant les yeux des médiatiques et la lumière française. Comment tu vis ça? Des fois, tu as des regrets, tu vois, tu te dis, j'aurais bien finalement poussé le chemin français plutôt que d'aller au cage ou pas du tout, et c'est ta destinée, et voilà, Mm. c'est comme ça. Non, le, j'ai eu l'occasion avec le MAGP et c'était une super occasion bon, de la part du Cage Warrior de me laisser le faire.
et de la part du MMAGP de me le proposer, de me mettre en avant sur un show. Donc c'était une super opportunité. Et bon, combattre à domicile, ça reste un plaisir. Je pense que j'avais au moins une centaine de personnes dans le public, entre les clubs que je représente, le NR Fight et la H Fight, entre les amis, la famille et tout. Et ça a pas de prix de pouvoir enfin partager, entre guillemets, euh, dans l'instant T et juste aller dans le public et d'aller voir sa famille et pas juste d'appeler. Ça, c'est quelque chose d'énorme et que je veux refaire. Donc ça, c'est peut-être le petit regret. Après, avec le chemin qu'il y a en ce moment, je peux pas dire que j'ai des regrets. Je suis sur mes 4 dernières victoires, c'est Quelle 2 KO, finish. 2 soumissions. Donc, est-ce que je peux cracher dans la soupe et dire que j'ai fait le mauvais choix? Je pense pas. Non, non, clairement. Et C'est puis, jamais quand ça marche qu'on dit qu'on a fait le mauvais choix, de toute façon. exactement, mais tu vois, tu prendras, c'est le chemin un peu plus long, mais tu prendras ta revanche à l'UFC Exactement. Paris un jour, tu vois, devant le public C'est français ça. de l'UFC, ce sera encore C'est plus ça. beau, Nicolas. Euh, Tu en parlais, tu as la possibilité, enfin, avec ce contrat aussi de management, d'aller combattre ailleurs, comme tu disais. Donc pourquoi pas aussi ici l'idée, si la situation se présentait comme à l'époque au MMAGP, de refaire une petite pige en France. Et titiller, forcément, vous étiez un peu titillé sur les réseaux l'an dernier. Michael Aljarout contre Nicolas Leblond pour décider définitivement qui est le meilleur moins de 57 français. Tu prends? En vrai, je pense pas que ça arrivera. J'ai une part de moi aimerait bien et en vrai, mardi dernier, il y a toute la old school qui était au NR Fight pour aider les différents athlètes à se préparer. Sur sa dernière préparation, j'ai aidé Alphand Rocher à combattre qui prenait un gaucher. Et du coup, pareil, on a Des des connexions. échanges. Ouais. Et il y a eu un moment où ça nous a titillé, entre guillemets, dans le sens où euh, moi, on m'a fait revenir sur le MMAGP, donc je me suis dit, OK, c'est cool. Et malheureusement, ce qui a fait que, je pense que c'est aussi le fait que le MMAGP, à ce moment-là, a eu quelques petites embûches. Euh, du coup, ça a un peu freiné leur ascension. Et moi, derrière, on m'a proposé des combats contre des mecs classés. Et du coup, j'ai continué d'avancer. Et je pense que Michael, de son côté aussi, a des opportunités. Et du coup, je pense qu'on fera plus un gros test match en cage bientôt pour nos prochaines préparations. Euh, ça a été dit, ça a été dit entre nous même. J'étais à sa dernière défense au Jungle Fight dans le sud là. Il, il affrontait un Belge, je crois. Et du coup, j'étais venu coacher un de mes partenaires. Et donc on se l'est dit, dans tous les cas, il y aura un affrontement, mais ce sera sûrement, en tout cas en off. Et après, pourquoi pas un jour. Mais je pense que l'un comme l'autre. Euh, on a envie de voir plus grand que s'affronter sur la scène française. On préfère toujours, toujours aller affronter des étrangers, tous les Français, je pense, hein. C'est, si on pouvait être un peu plus solidaire et réussir à faire venir des gars de tel et tel club, on progresserait beaucoup plus. Les Anglais, ils le font énormément. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai qu'il y a un moment où c'était vraiment un combat qui me hypait parce que je suis un gars de défi, donc forcément, j'ai toujours envie de combattre et le fait qu'il y ait cette petite adversité. Je crois que je peux parler au nom de beaucoup dans les MMA français pour dire que c'est un combat qui nous aurait beaucoup plu de voir entre vous deux, Ouais, qui avait failli se faire au KOC d'ailleurs en 2019, si je dis pas de bêtises. ouais, Puis je la me déboîte situation, une l'épaule, blessure. Ouais. ouais, je me déboîte l'épaule un peu moins d'un mois avant. Donc, mais ouais, à ce moment-là, je pense qu'il aurait été beaucoup moins suivi. Ça aurait été un beau Ouais. combat à l'époque parce qu'on avait déjà de l'expérience, mais ça aurait pas eu le buzz, entre guillemets, que ça aurait pu avoir maintenant, en tout cas. C'est pas du tout pareil que Leblanc Al Jarouj en 2024 ou Ça, c'est 2025, sûr. clairement. Nicolas, que tu nous racontes aussi pour nos, voilà, nos spectateurs qui te découvriraient avec ce combat samedi soir au Cage Warrior. Je voulais un peu qu'on parle de ton parcours, que tu nous racontes comment tu disais tout à l'heure, tu es au NR Fight, donc avec Nicolas Régnier, un sommité, des sports de combat en France. Je sais que tu as commencé à la H-Fight à Massy.
notamment. Mais est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, d'où tu viens dans les sports de combat? Je crois que ça commence par le judo et que ça commence très très tôt surtout. Ouais, ça commençait très tôt, 4 ans par le judo. J'étais compétiteur en judo pendant toute ma jeunesse. J'ai toujours été compétiteur. Et il y a eu un petit break à un moment où peut-être que j'ai pas réussi à performer au niveau où je voulais performer. J'arrivais à bon niveau, le judo français à un très très gros niveau. Euh, j'avais pas forcément eu le, la maturité ou l'occasion de pouvoir faire sport-études. Et quand on fait pas sport-études en judo, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gars, ils s'entraînent déjà 2 fois par jour et toi, tu sors de l'école et tu vas faire ton unique cours par jour et c'est compliqué de performer. Et je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, bon, j'ai, j'arrive pas, je suis un mauvais perdant. Donc, euh, j'arrête. Je me suis battu pendant longtemps. Je pense que j'ai fait quand même des beaux petits résultats en judo à mon échelle. Du coup, j'ai arrêté le sport de haut niveau, entre guillemets. Mais peut-être un an après, j'ai repris un peu les sports de combat en loisir, entre guillemets, en boxe anglaise. Mais rapidement, je suis revenu au MMA, que j'avais un partenaire, un ancien partenaire du judo qui avait arrêté aussi, et qui m'a dit, ah, viens, il y a un club, c'est tenu par un gars de chez nous, Mamour Fall. Il est cool, enfin, pas trop, mais tu verras, en vrai, il est gentil. Mais si les gens le croisent, il fait un peu dur. Mais en vrai, c'est une crème. Et, euh, et les entraînements sont durs. Et du coup, il y avait directement une compétitivité au sein du club. Il envoyait rapidement les gars en compétition. Et je pense que au bout de 3 mois dans le club, j'ai peut-être fait une compétition de grappling. J'avais déjà un bon petit background, donc je partais pas de rien. Et, et après, peut-être 6 mois plus tard, j'ai fait mon premier combat amateur. Donc on parle, J'avais, t'as quel âge à peu près? On parle de quelle époque pour qu'on se situe? ça devait être 2012, donc j'avais plutôt Ok. 18-19 ans. Ouais, c'est ça, parce que t'es de 94. D'ailleurs, j'ai pas trouvé ton C'est mois de ça. naissance. Je sais pas si t'as 29 ou 30 ans, je voulais pas dire de bêtises. Non, 29, je suis d'août. Je suis le Ok. 29 août. T'es pas encore un trentenaire, c'est bon. Tu peux profiter Pas un peu. encore. C'est ça. Pour le clin d'œil, ça doit, parce que quand tu me racontes ton histoire, donc c'est bascule aussi vers le MMA avec un ami qui te dit il y a quelqu'un qui a une salle, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a raconté à peu près la même histoire, même si c'était pas aux mêmes endroits, qui s'appelle Kevin Jousset, qui faisait du judo, qui Ouais, a arrêté le judo, même s'il a été ouais, à très bon niveau même en France, et puis qui, quand il est en Australie rien avoir avec le sport de combat, un ami à lui lui dit bah, va découvrir la salle du ouais, MMA et puis il se prend de passion. Ça te fait plaisir de voir Kevin à l'UFC et de voir le judo français aussi représenté au plus haut niveau du... ouais. Ouais, en vrai, c'est cool. Et je pense en plus, il a fait une belle transition. C'est un profil qui est complet. Il a des gros fondamentaux en boxe anglaise. Je trouve vraiment que c'est un profil qui peut briller et à mon avis, qui va briller. Il est dur au mal. Il a plein de qualités que je pense le public français va apprécier. Et bien sûr, c'est tout ce que je lui souhaite. Et bien sûr, ça fait plaisir de voir tous les Français performer à haut niveau, ça fait monter le sport en France. C'est un plaisir. Et si je te cite Kevin, c'est qu'aussi quand on avait les premières fois les interviews que j'ai fait avec lui, il me disait toujours, quand j'ai découvert le MMA, par rapport au judo, la liberté de mouvement, de possibilité Ouais, de faire des choses m'a tellement plu que en fait, bah, c'était trop dur de revenir. Enfin voilà, revenir au judo n'était même ouais, pas imaginable. T'as ressenti la même chose pour en fait, tu vois, ce ouais, côté ouais, liberté dans le MMA? ouais, vraiment, il y a ce ressenti et ce côté un peu aussi stratégique, ce côté liberté, mais par la stratégie, pas forcément liberté pour le côté violent, même si à ce moment-là, quand je commence, je suis un petit jeune, donc envie de se défouler, envie de se bagarrer un petit peu, mais le côté stratégique, liberté dans la stratégie, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment un truc, je me disais, ah, on peut faire ça et tout, mais il faut que je progresse là pour faire ça, et du coup, tu vas dans un club de boxe, tu vois, et c'était ça qui était vraiment à apprendre tout, j'avais l'impression de faire un domaine infini. C'est une quête infinie. Donc, c'est encore plus que dans d'autres sports, même si tous les sports évoluent. Ouais, Encore plus dans d'autres sports. J'avais vu une interview de toi que j'avais des et tu disais, dans les autres disciplines, tu peux finir le jeu. Dans le MMA, tu Ouais, peux c'est jamais ça, finir ouais. le jeu. Tu peux jamais finir le jeu, il y a trop de Ouais. disciplines. Il y a trop de disciplines. Et Ça. puis même le MMA il y a 10 ans, on va aller moins loin, mais il y a 3 ans et maintenant, ça n'a rien à voir.
avec le sport amateur qui se développe, les amateurs qui arrivent sur la scène professionnelle avec une expérience énorme, le sport n'a plus rien à voir. Et puis attends, hein, on en reparle dans 10 ans, mais quand tous les jeunes qui ont commencé par le MMA maintenant vont arriver Ouais, dedans, je sais que ouais, voilà, la France, c'est cool, mais je pense qu'on a un très bel avenir parce qu'on a beaucoup de talents qui vont débarquer sur la ouais, scène. On en a déjà beaucoup et il y en a beaucoup qui arrivent. Donc c'est très cool. clairement. Premier combat pro en 2013, tu le disais, tu as pas mal bourlingué à droite à gauche. On est en 2024, tu es à 9-4 en bilan. C'est pas énorme par rapport à Ouais, quasiment 11 ans de non, carrière. non. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi, j'ai vu ton parcours, c'est beaucoup de blessures qu'on fait ça, des Ouais, opportunités que tu n'es pas là. Comment tu t'expliques aussi, tu vois, de ne pas avoir tant combattu que ça en presque 11 ans de carrière? je pense que bah, il y a un aspect aussi que j'ai commencé tôt les combats pro. 2012, j'arrive à la H-Fight, 2013, je suis pro. Parce que j'ai, en un an, du coup, enfin, en 6 mois, parce que j'ai fait mon premier gala amateur 6 mois après. En 6 mois, j'ai fait toutes les compétitions de pancrace amateur qu'il y avait en France et presque en Europe. J'ai fait Belgique, j'ai fait Italie à ce moment-là, j'ai fait Allemagne et j'ai peut-être fait 8 tournois dans 6 mois et on enchaîne et tout se passe bien. Je fais que des victoires en amateur. Après, c'était pas le MMA de maintenant, c'était surtout pas le niveau amateur de maintenant. On se retrouvait face à un mec qui avait du pied-point, un mec qui avait un peu de boxe, un mec qui avait du sol. Et moi, j'avais un peu, Mamour Fall, c'est un ancien de l'équipe de France d'anglaise. Il a été en équipe de France d'anglaise junior. Et du coup, j'avais déjà des basiques pas mauvais en boxe pour un gars du judo. Et après, j'ai rejoint Nicolas Régnier et j'ai du coup bien utilisé toutes mes casquettes pour pouvoir tirer mon épingle du jeu. Et donc, à ce moment-là, on commence très rapidement en pro. Et je pense que trop rapidement, trop rapidement, c'était une autre époque, c'était d'autres choix, c'était pas la même vision du sport. Et derrière, je fais un bourreau de travail, même à l'heure actuelle, je pense que je m'entraîne plus que 90%, même plus que ça, quasiment plus que tous les pros de la scène française. Je je m'entraîne beaucoup, je répète après les entraînements. Je fais vraiment beaucoup d'heures d'entraînement et je pense que au début, sans préparation physique, sans bon encadrement, je me suis fait des blessures. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Rémi. Rémi Lancou, le préparateur physique de l'équipe nationale d'Algérie de football qui encadre Morgan, qui a encadré un moment Faresiam, qui a encadré plein d'athlètes français, qui a encadré un moment Mansour, pas mal de gens. Et en vrai, c'est quelqu'un qui m'a aidé à pas me blesser, qui m'a aidé à, à me solidifier un peu physiquement et du coup à vraiment éviter les blessures et peut-être que la maturité a fait que je me blessais moins. Mais j'ai quand même fait 2 ligaments croisés en 3 ans d'intervalle au début de ma carrière. Alors j'ai la tête dure, je suis têtu, ma mère vous le dirait. Euh, mais du coup, j'ai pas lâché, j'ai continué. Après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que, mais, euh, mais c'est principalement ces 2 ligaments croisés qui m'ont beaucoup freiné. Ça reste des grosses blessures. Donc, Peu importe le sport, c'est quelque chose qui te freine de toute ouais, façon. Et comme tu le dis, pour le coup, deux ligaments croisés en 3 ans, il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire, en fait, hein, même. Enfin, tu vois, ouais, ouais. ouais. Il y a un moment, c'est quand même Et compliqué. Dans cette carrière, ce début de carrière un peu à droite à gauche, parce que tu le rappelles, c'est pas du tout la même époque. Il faut toujours souligner quelqu'un qui ouais, commence comme toi en 2013. On est 7 ans avant la légalisation en France. Donc, de toute façon, tu ne peux pas faire. Enfin, tu peux faire des compètes de pancrasse, mais tu ne peux pas faire de MMA dans ton propre ouais, pays. Troisième combat, et c'est pour l'anecdote est quand même assez savoureuse, enfin incroyable. Tu combats à Grozny. ouais. Donc, tu combats à Grozny Deuxième combat, je En crois. Tchétchénie hein, pour le World Fighting Championship AKMAT, donc qui est Ouais, c'est l'organisation de ça. Ramzan Kadyrov, le célèbre, Ouais. célèbre pour de mauvaises raisons, pour le coup. Ouais, pas de très bonne raison, effectivement. Voilà, dirigeant tchétchène. Et je crois que tu peux, si tu peux nous la raconter, je l'ai déjà entendu dans d'autres interviews, mais il y a une scène assez incroyable à la fin de ton combat où Kadyrov t'appelle pour te donner Ouais, une petite prime de bonus en plus. Tu peux me raconter ça? ouais, c'est ça. Et je suis dans le public. J'étais le deuxième combat de la soirée. J'avais 2-0, donc bon, jeune combattant. Ils me mettent au tout début de la carte et je me pose dans le public parce il y avait des beaux combats à regarder. Et je prends à manger, je me mets dans le public et là,
je vois Kadyrov qui me fait un signe de main. J'ai regardé derrière comme un collégien qui a peur. J'ai regardé derrière moi, l'air de dire, mais c'est moi qui l'appelle? Ah bon? Et effectivement, il m'appelait moi. Et du coup, il m'a fait venir devant lui. Ils m'ont fouillé. Ils se sont mis autour de moi. Ils avaient tous des armes de guerre autour de moi. Et il est venu me serrer la main. Il m'a dit en français, prime plus. Voilà. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et après, il m'a dit good fight. Et je suis parti. Et après, je me suis retrouvé avec un peu plus d'argent dans ma poche au final. Et voilà, c'est vrai que c'était assez particulier, surtout que j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, pas beaucoup de, beaucoup d'expérience dans le MMA. Je pars même pas avec mon coach, je pars avec un partenaire d'entraînement euh, qui à l'époque avait le même nombre de combats que moi, voire ou à peu près pareil. Donc bon, on n'était pas très expérimenté. J'arrive à l'autre bout du monde. Et donc voilà, mais c'était la première expérience loin et pas des moindres quand même. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, parce que je sais que tu es, quelqu'un de très posé, de la tête sur les épaules et intelligent, qu'est-ce que tu penses avec le recul de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent l'implication de Kadyrov dans le monde du MMA. On sait qu'il est recherché aux États-Unis. Khamzat Chimaev, selon les journalistes spécialisés, il est interdit de territoire aux États-Unis à cause de ses liens avec Kadyrov, ce qui fait qu'il ne peut plus combattre pour l'UFC aux États-Unis. Tu vois, avec le recul, c'était il y a presque 10 ans que tu as fait ça. Et comme tu dis, tu étais Ouais. jeune, tu te rendais sans doute même pas compte de en fait, d'où tu étais vraiment. Ouais. Et puis, il y Ah, avait moins de polémique autour de oui, lui déjà à l'époque. tout à fait. Euh, Avec le il recul, tu vois, tu vois était, ça comment? Est-ce que c'est quelque chose que tu referais aujourd'hui ou tu te dis, en fait, c'est une dinguerie de combattre pour une promotion dont le promoteur ouais, est Kadyrov, ouais, quoi. en vrai, ouais, en plus, bon, déjà d'un point de vue purement sportif, c'était pas le meilleur choix. Je prenais un gars qui était champion du pays de Sambo. Euh, donc bon, il avait une grosse expérience par rapport à moi. Alors, certes, le combat a été équilibré, mais voilà, déjà sportivement, c'était pas le plus intéressant. Après, politiquement, les choix que fait Kadyrov, on peut pas comment, les, les, les valider. Mais, euh, mais après, ouais, à l'époque, j'avais aucune notion de politique et en plus, c'était beaucoup moins médiatisé. Il y avait pas eu, on savait que c'était un sbire du président russe placé, de Poutine placé là, mais à part ça, j'étais un jeune, on me proposait un billet pour un pays lointain et un beau billet pour l'époque, très beau billet pour l'époque. J'ai dit oui, une belle adversité, j'étais content, moi. Il n'y avait même pas de débat, je le voyais même pas, je me posais même pas la question. Pour rester sur ce carrière-là, donc aujourd'hui, tu es professionnel de MMA, mais ça m'intéresse de savoir pour quelqu'un qui est au Cage Warrior, une des plus grandes organisations européennes, est-ce que tu vis pleinement, Nicolas, de ton sport ou est-ce qu'il faut, je sais que tu es coach à côté, mais est-ce que tu es coach parce que ça te fait plaisir et que tu vois, ressens le besoin et tu en as envie ou est-ce que c'est nécessaire pour vivre? En vrai, bon, non, dans tous les cas, je combats pas assez pour en vivre. Le cage warrior pèse pas assez pour en vivre. Euh, Maintenant, être coach est aussi un plaisir. Je pense que même si demain on me ramène vraiment beaucoup d'argent, je pense que je garderai au moins des animations de stage, quelques coachings, etc. Et c'est un plaisir de donner cours dans les sports de combat. Mais pour l'instant, c'est ce qui me rapporte quand même le plus d'argent sur mon année, même si maintenant j'ai vraiment réduit mon nombre d'heures. Je travaille vraiment, on peut dire à mi-temps, et je passe le plus clair de mon temps à m'entraîner. Hein, c'est Et dur quand même. C'est aussi ouais, pour expliquer aux gens que ouais, ces carrières dans le sport de combat, on voit souvent le sommet qui brille, mais c'est pas facile pour les ouais. gens qui construisent leur carrière et qui sont en train de monter, en fait. Et je pense que ça vient de là aussi, les blessures. Et ça, je pense que c'est une chose. Je fais du coaching, mais je faisais du coaching sportif dans le fitness aussi. Et je donnais des coachings à 6 heures du mat, je finissais à 22 heures le soir, je m'entraînais 2 fois par jour. Euh, J'allais à la Snake Team à l'époque, en plus des autres clubs, je faisais des heures de route. Euh, je m'arrêtais jamais. Et en vrai, je me blessais aussi pour ça. Parce que j'en faisais beaucoup trop. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir un peu moins travailler. Et du coup, au niveau performance, au niveau blessure, etc., il n'y a plus rien à voir.
Tu le disais tout à l'heure, tu es au Werner Fight, mais tu es aussi au H-Fight. Enfin, j'ai vu dans des Ouais. interviews que tu disais tu représentes toujours les deux clubs. Comment ça se passe en fait? Tu jongles un peu entre les deux? Ouais, j'y passe tous les dimanches à la H-Fight, c'est sûr. Je fais une partie de ma préparation physique là-bas. Après, je fais du sac avec l'équipe. Et le mercredi aussi, je passe régulièrement. Après, je suis principalement au NR Fight. C'est les gens qui me suivent principalement. Mais je pense que ça a gêné ni Nicolas Régnier, ni Mamour de, que je mette les deux noms. Et je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mamour, il a fait plein de choses pour moi. C'est le premier à avoir cru en moi. Donc, je me vois mal même pas lui donner une petite dédicace. Ça demande pas grand-chose. Et je trouve que c'est sympa de le faire. Et même quand je vais à la cheval, je donne souvent le cours, quand je suis pas en préparation en tout cas. S'il n'y a pas d'amour, c'est systématiquement moi qui vais prendre le cours et essayer de transmettre ce qu'on m'a donné. La Fight, c'est un club associatif qui a beaucoup de créneaux maintenant, mais à l'époque, c'est un club qui a une licence à l'année à 80 € et qui a quatre cours par semaine et c'est plus pour les jeunes du coin. Euh, en vrai, c'est aussi redonner ce qu'on m'a donné. C'est aussi le chemin qui est intéressant dans notre sport. Comme dirait Jean Hendoy, notre professeur, il dit souvent à la fin, c'est l'aventure humaine qui reste. Et en vrai, c'est une bonne phrase parce que en vrai, j'ai rencontré plein de gens et surtout on transmet et c'est ça qui est cool aussi. Ouais, Malgré l'adrénaline, le show qu'on aime forcément quand on est compétiteur, mais ça fait partie aussi du jeu. j'aime beaucoup cette phrase, qui est une phrase que cite beaucoup aussi Taylor Lapillus, notre consultant qui est combattant à l'UFC, qui dit souvent aussi ça. Ouais. L'important, c'est le voyage et c'est les souvenirs qu'on en aura et pas tellement la fiche topologie finalement, tu vois. Ouais, C'est tout ce c'est qu'on en clair. ressort. J'en profite, mais Taylor, il est aujourd'hui à l'US Metro. Il y a pas mal de Ouais, gens aussi qui ont fait la bascule NR Fight US Metro. Comment, ouais. toi, ça t'a traversé l'esprit ou pas du tout? Je sens, quand je t'entends parler de Nicolas Régnier, qu'il y a une très forte relation. Donc, je me dis que ça n'a pas dû trop te traverser l'esprit, mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? En vrai, ça m'a quand même traversé l'esprit parce que Johnny il est arrivé dans le club il y a quand même longtemps au NR Fight et j'ai une super relation avec Johnny. J'avais une super relation et j'ai toujours une super relation avec Johnny. C'est quelqu'un euh, dans lequel je me retrouve humainement, sportivement. C'est un gars qui est ultra passionné et je pense que c'est pour ça qu'il y a du monde qui a suivi aussi. Euh, maintenant, maintenant, on avait un peu le double choix qui n'était pas forcément facile à faire à ce moment-là. Moi, j'avais mon boulot au NR5 déjà, donc ça joue, même si je pense que j'aurais pu. Alexandra Tekena donne toujours, par exemple, des cours au NR Fight et elle représente l'US Metro. Donc en vrai, Nicolas Régnier n'a pas fermé les portes non plus à ceux qui choisissaient l'US Metro. Il n'a pas été, et heureusement, c'est bien qu'il ait fait ce choix-là. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, je sais que Jean, ça fait quand même longtemps qu'il me suit aussi. Il est arrivé un peu avant Johnny. Alors, il n'a pas la même façon de transmettre et surtout pas la même façon de communiquer. Euh, et après, du coup, il est beaucoup moins mis en avant, mais je pense que Jean, ça a été un précurseur du vrai MMA, entre guillemets, quand moi j'ai commencé justement, quand j'avais commencé à venir au NR Fight en 2013, il était déjà là au NR Fight. Et c'était déjà un gars qui avait fait les États-Unis, qui avait été un peu en Thaïlande, qui est resté 6 mois en Angleterre. Euh, et qui avait déjà un vrai, un vrai MMA, dans le sens où il luttait, il savait faire du sol, et il avait une grosse anglaise, il avait des gros low kicks. C'était déjà un gars qui faisait du MMA il y a plus de 10 ans. Et ça, des Français, il y en avait pas beaucoup. Je pense que il y avait des profils très forts, mais ils avaient souvent euh, un domaine de prédilection. Et Jean, ça fait partie, je trouve, des précurseurs là-dedans. Et je pense que dans la façon de coacher, et notamment dans les stratégies, c'est quelqu'un qui me correspond et qui m'a fait énormément progresser. Donc, je suis resté au NR Fight pour Jean, pour l'équipe de sol de Nicolas Régnier aussi, mais pour Jean, pour le moment en tout cas. Et, euh, et sans dénigrer Johnny, que je
trouve être un très très bon entraîneur. Mais pour moi, pour mon profil en tout cas, et ben ça avait plus d'intérêt de rester avec lui. Non, mais c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que même malgré ses départs, tu sens qu'il y a toujours de bonnes relations, tu vois, que Ouais, Nicolas ouais, Meunier permet à des gens, comme tu disais, Alexandra Tekena, d'être un peu sur les deux créneaux. Et ça rejoint ce que tu disais un peu plus tôt, c'est-à-dire le MMA français est encore jeune et il faut de la solidarité, il faut de la solidarité entre les ouais, équipes clairement. et pas se tirer entre les pattes. On n'est pas encore les États-Unis ou le Brésil qui ont un tel passé Ouais, dans ce milieu-là c'est ça. il y a beaucoup plus de monde. Je vais finir, merci beaucoup Nicolas hein, pour la disponibilité. Je finis par deux, trois questions sur toi, plus pour les téléspectateurs qui te verront samedi soir au Cage Warrior, on rappelle, hein, contre l'Écossais Scott Malone. Ce sera à Glasgow en Écosse. Qu'est-ce qu'on voit pour ceux qui t'auront pas vu, qui t'ont jamais vu combattre? Comment tu décrirais qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Nicolas Leblond combattre dans une cage de MMA? Ouais, je pense que si vous attendez, si le public s'attend en tout cas à un combat de flyweight où ça bouge beaucoup, ça peut être le cas, mais je pense que dans dans la catégorie et je pense que c'est ça qui fait qu'elle est peut-être moins populaire à l'UFC, alors que par exemple en boxe anglaise, l'équivalent de la catégorie flyweight, c'est Gervonta Davis, bon qui combat dans plusieurs catégories, mais c'est Gervonta Davis, Ryan Garcia, c'est des très légers, ils combattent à 63, 57, ils C'est- font un peu les deux. Je suis Donc je suis un amoureux absolu de la boxe anglaise. C'est aussi et surtout ouais, Naoya Inoue, un des deux meilleurs boxeurs de la ouais, planète, ouais. qui est dans. J'allais le dire, mais Ouais, il est moins connu. C'est mais vrai, voilà, c'est 54. Et c'est exact. 54 en plus, il Ouais, il est en fait 122 aujourd'hui, 122 pounds. ouais, 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 il est remonté là un petit peu. Ouais. ouais. Mais voilà, je pense qu'on va tendre vers des flyweights qui sont un peu plus dans les appuis et qui se mettent à taper fort. Et j'en fais partie. J'en fais partie. Donc il y aura des phases d'échange, il y aura des phases où je vais essayer de l'éteindre. Si ça va au sol, ça va pas dormir. Ça va se relever à l'image des flyweights qu'on peut voir. Je me relève vite, je sweep vite, j'ai des gros finishes au sol. Et si ça reste debout, je peux m'ancrer et envoyer des parpaings. Là, tu as raison, c'est marrant, je fais une petite question en plus, mais je rebondis sur ce que tu m'as dit parce que c'est hyper intéressant. Il y a des pays, et pas que en MMA, on peut parler de boxe anglaise, d'autres disciplines de Mhm. combat, où les petites catégories sont, comme le Japon, le Mexique, les petites Ouais, catégories sont hyper suivies. Il y a des immenses champions qui viennent de là. Aux États-Unis ou en France, c'est beaucoup moins le cas, par exemple. En France, bah, je te disais, c'est ouais, la UFC, c'est la seule catégorie où on n'a pas de combattants. Quand tu regardes le classement Fight Matrix, vous n'êtes pas tant que ça, tu vois, qui sont ouais, répertoriés. Comment tu l'expliques, toi, ça, qu'il y ait moins de. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on a aussi les petits gabarits auront une tendance, quand ils sont jeunes, par exemple, à dire bah, moi, je vais pas faire de sport de combat parce que le sport de combat, c'est pour les grands musclés. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et que c'est pas pour. Je sais pas si ça joue, mais comment toi t'expliquerais qu'il y a moins, tu vois, que dans d'autres pays? C'est peut-être aussi une question de gabarit, hein, les Japonais, les Mexicains aussi, de façon globale, ont Ouais. des gabarits plus petits. Comment t'expliques que c'est moins prégnant dans nos pays des catégories comme ça? Moi, je pense que c'est plutôt déjà la catégorie flyweight, elle se remplit de plus en plus parce que les cuttings sont de plus importants, sont de plus en plus énormes. Les Anglais, j'ai parlé avec des Anglais avec qui j'ai combattu, qui me disaient être à 74 heures combat. Je pense que ouais, le cutting va faire que les 57 seront plus si légers que ça. Et on avait un peu l'image de profils comme Dimitrius qui était vraiment léger et très très mobile. Et je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant. En boxe anglaise, il y a beaucoup de KO dans les petites catégories. Bah, Inoue, par exemple, il met beaucoup de KO, ça tape. Et, et ça rend le sport plus populaire. On est encore au début du MMA et pour l'instant, on est vachement dans ce qu'on appelle le in-out, un peu de vachement être disponible sur les appuis et de beaucoup bouger dans la cage et de se servir de ce grand espace. Je pense que, à l'image de certains athlètes, comme Topuria, euh, Jack Della Maddalena, là, par exemple, ou même Allen récemment, des mecs qui bloquent et qui sont capables de s'ancrer sur les appuis et de vraiment mettre des frappes lourdes, peu importe la catégorie. Mais je pense que le sport va évoluer et on va se retrouver vers des formes de corps qui ressemblent plus à des blocages et à des contre-attaques de boxe anglaise ou de kickboxing. Et avec des petits gants, ça va moins pardonner. Et je pense que quand ça va faire ça,
et ben, on va retrouver des gars très populaires à la Gervonta Davis, à la Ryan Garcia, etc. Dans les petites catégories également. Ah, Et il y a un vrai potentiel. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de ces petites catés, que ce soit en boxe, en MMA. Je trouve qu'il y a du mm, spectacle, il y a de la technique, il y a beaucoup moins le côté bagarre de bar qu'on peut trouver parfois chez les poids ouais, lourds, notamment, tu vois. Et c'est quand t'aimes le sport de combat, en fait, c'est ces catégories-là qui sont aussi c'est sûr. hyper intéressantes. Les 135 aussi, les 145 aussi, ça a toujours été dans cet esprit-là. Un mec comme le top aujourd'hui des 125, des moins de 57 dans le monde, c'est Alex Pantoja, qui est le champion UFC. Mm. Qu'est-ce que tu penses d'un mec comme ça aujourd'hui, de son niveau? Je trouve que je me vois pas à des années-lumière de ces gars-là. Je pense que, bien sûr, hein, il y a du travail et j'ai surtout de l'expérience à prendre encore et de la réalisation dans ma carrière. Mais je pense que techniquement, dans chaque compartiment, j'ai vraiment les armes pour emmerder des gars du très très haut niveau. Dans ma préparation, euh, en France, je tourne avec des grappleurs qui sont vraiment forts. J'ai fait des grosses compétitions en grappling et je suis pas ridicule, loin de là. J'ai fait des beaux podiums à l'étranger. En boxe anglaise, j'ai beaucoup tourné avec des amateurs élites de la boxe anglaise et loin, très loin d'être ridicule. Euh, En lutte, je lutte bien. J'ai plein d'aspects qui peuvent faire que je sens que je suis pas loin du haut niveau. Le MMA n'est pas à toutes ces disciplines, certes, mais, mais je sens que j'y suis et même j'ai été récemment en Thaïlande et j'ai pu tourner avec d'autres athlètes de ces catégories, ou proches en tout cas, et, et on n'est pas loin. On va y arriver petit à petit, on va monter les marches. La première étape, c'est aller éteindre un Écossais. Et après, on verra la suite. On prouvera tout par la suite. En un mot très court, ta plus grosse force de combattant et ton plus gros défaut, selon toi. Je pense le fait que je sois complet, ça reste ma plus grosse force. Le fait d'être dangereux partout. D'être dangereux partout, à tout moment, je suis capable de mettre une grosse frappe, à tout moment, je suis capable de soumettre. Je pense que c'est réellement ma plus grosse force. Euh, Et le si je devais défaut? dire un défaut, euh, je pense que ça a été la gestion de carrière. La gestion de carrière, c'est vraiment le défaut qui a mal été fait, entre guillemets, même si c'était une autre époque. Bien sûr. Je le disais, et ce sera ma dernière là-dessus, sur toi et tes qualités, mais tu restes sur trois finishes sur tes trois derniers combats avec trois victoires. Sur tes quatre dernières victoires d'ailleurs, il y a eu une défaite entre-temps, mais c'est quatre finishes, Ouais, de soumission de KO. Il y a notamment ton avant-dernier combat, cette image qui a beaucoup tourné, ce bulldog choke, ouais, les enfers, parce que vraiment pour le coup, tu l'as martyrisé. Et j'invite tous ceux qui l'ont pas vu à aller voir sur les réseaux sociaux, puisque c'était déjà sur RMC Sport. ouais, C'est quelque chose que t'aimes, aller chercher des soumissions un peu. Tu vois, le bulldog choke, c'est pas commun. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours en ouais. MMA. Quelque chose d'ailleurs dont tes qualités de judoka ont dû aider à ce genre de choses. Mais tu vois, est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui te tient à cœur d'aller chercher des finishes et d'aller chercher des finishes spectaculaires aussi? Ouais, des finishes spectaculaires, oui, d'aller chercher. Mais après, je cherche surtout à finir. Et je pense que j'ai plein un peu de techniques un peu atypiques comme ça. Je pense que ça vient aussi de la lutte à livrer sur la partie soumission, en tout cas, qui est un peu des techniques atypiques. Mais ça vient aussi je pense, mes qualités physiques. J'ai, ça fait longtemps que je pratique et je pense que j'ai de la force dans certains angles où si j'arrive à avoir la tête entre les mains et que je serre, ça fait pas du bien. Donc en vrai, je pense que c'est un tout. Mais avant tout, je cherche à finir les combats. Je veux pas aller à la décision. On n'est pas là pour ça. Euh, je ferai pas un combat hyper stratégique pour aller chercher le 19. Je suis là je peux démarrer doucement. Ça peut m'arriver de mettre du temps à rentrer dans le combat, mais quand j'y suis, je cherche vraiment à pas prendre le round, mais à finir le round. Je crois que t'as pas foncièrement tort de vouloir plutôt aller chercher le finish face à Ouais, une Écosse quand même. Quand même, ouais, quand on même. sait On jamais. sait jamais.
On ne sait Ouais. jamais. Quand même, c'est plus simple, hein. Et ouais, et puis je te rappelais, parce que ce Bulldog Choke, notamment, bien sûr, aidé par tes qualités en lutte à livrer, t'es black belt, hein, comme tu disais tout à l'heure, ceinture noire en lutte à livrer chez Nicolas Régnier. Donc, du haut niveau en lutte à livrer, ça c'est évident. Et pour finir, Nicolas, la dernière, c'est ta prédiction. Samedi soir, à Glasgow, Cage Warrior contre Scott Malone. Comment ça tourne? Comment ça finit? Pas facile. Mais on va dire un KO. On va dire un KO. Un KO deuxième round. J'aime bien les deuxièmes rounds. J'aime beaucoup de finish au deuxième round. J'ai vu ça. Je pensais que tu me dirais soumission, parce que comme ton dernier, c'était un KO, puis avant soumission, je pensais que tu voulais faire un sur deux, tu vois, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, mais on verra. Je me ferme aucune porte. Mais pour la prédiction, on va dire un KO. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Nicolas Leblond et plein de force pour toi pour ce combat. On rappelle donc contre Scott Malone, ce sera bien sûr à suivre sur RMC Sport et vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, voilà les résumés, des extraits et tout plein de choses sur cette soirée Cage Warrior samedi à Glasgow en Écosse. Merci beaucoup Nicolas Leblond, plein de force pour le Merci à toi. combat et à très vite sur RMC Sport Combat. Salut, salut.